Pour l'évaluer de la manière la plus brève possible, je dirais que le monde a déjà dépassé les bornes. C'est-à-dire que les êtres humains utilisent plus de produits écologiques, et pour cette raison plus de produits économiques, que la Terre ne peut en fournir sur une base durable. Nous sommes donc en train de détruire notre capital naturel, le fondement vital de notre existence. La structure actuelle de l'économie mondiale est telle que la distribution de la richesse s'adapte de plus en plus mal à la durabilité. La croissance qu'on enregistre est bénéfique pour les riches, mais les plus pauvres parmi les pauvres n'en tirent aucun profit. Les circonstances sont donc les pires qui soient possibles pour la durabilité à long terme. Par définition, non. Ces indicateurs, en effet, ne mesurent en général qu'une seule chose, que nous parlions de l'élévation de la température, du changement de climat, ou bien du produit intérieur brut par tête d'habitant, ou encore, à ce propos, de l'empreinte écologique. Chacun de ces éléments nous fournit un éclairage très partiel. Mais quand nous les mettons tous ensemble, nous commençons à voir un tableau du changement écologique global, changement en voie d'accélération, qui maintenant arrive au-delà des possibilités de contrôle par l'homme. L'empreinte écologique est une simple mesure de l'aire totale des écosystèmes aquatiques et terrestres, c'est-à-dire eau et terre, qui sont nécessaires pour maintenir à son niveau prédominant de consommation une population donnée. Ce que nous essayons de faire avec l'empreinte écologique, c'est de mesurer une consommation, plus précisément l'effet de la consommation d'une population donnée sur les écosystèmes. Pour cela, nous étudions les principaux types de consommation: énergie, produits alimentaires, biens de consommation de toutes sortes. À partir de ces données, nous faisons une estimation de la superficie de terre nécessaire pour produire toutes les ressources utilisées pour fabriquer ces produits et pour assimiler au moins une partie des déchets qui sont liés à la production et à la consommation de ces biens. Ainsi, si vous me donniez le détail des biens que vous avez achetés pendant une année, je pourrais vous dire assez précisément la superficie de terre nécessaire pour maintenir le train de vie dont vous jouissez actuellement. Vous pouvez l'utiliser à tous les niveaux. Et il me semble que le niveau le mieux connu est celui des nations, parce que c'est à ce niveau que nous avons des statistiques commerciales, par exemple. Nous sommes capables, grâce au service des statistiques nationales, de calculer de façon assez précise l'empreinte écologique totale des nations. Vous pouvez alors diviser le résultat par le nombre d'habitants pour arriver à l'empreinte écologique par individu. Vraiment, celle-ci a une signification quelle que soit l'échelle spatiale, depuis l'échelle de l'individu jusqu'à celle du monde. L'empreinte écologique de la France est comprise entre 5 et 6 hectares par individu, celle de la Suède entre 6 et 7, celle du Canada entre 5 et 6 également. Cependant, dans les plus pauvres des pays pauvres, elle est d'1 hectare ou même moins. 1 hectare par individu couvre leurs besoins. Il y a une différence d'1 à 20 entre la minuscule empreinte écologique des nations les plus pauvres et la très grande empreinte écologique des nations les plus riches. Chaque personne sur la planète aujourd'hui utilise en moyenne 2,1 hectares ou 2,2 hectares. Mais si vous établissez le rapport entre la population et la superficie totale disponible pour la production, c'est seulement 1,8 hectares. Je répète, la population a une empreinte écologique par individu d'environ 2,2 hectares, à très peu de choses près, alors que la productivité écologique de la planète par individu ne dépasse pas 1,8 hectares. La leçon évidente, c'est que nous sommes sur une voie tout à fait non durable et que nous pouvons, dans les pays de l'Ouest ou du Nord, jouir d'un haut niveau de vie.
Les riches peuvent bénéficier de ce haut niveau pendant quelques années encore, mais nous commencerons bientôt à voir les conséquences de cet état de choses dans le changement croissant de climat et la raréfaction des ressources naturelles. À mon avis, nous nous dirigeons vers une période d'insécurité énergétique, par exemple, ce qui serait propice à un accroissement de l'instabilité géopolitique. Des pays peuvent se mettre en guerre en raison de l'épuisement de leurs ressources ou parce que leur approvisionnement se trouve menacé par le changement de climat. On peut prédire que si la tendance actuelle se confirme, l'avenir sera de plus en plus incertain. Je pense que nous devons garder présent à l'esprit que beaucoup de civilisations ont sombré parce qu'elles n'ont pas tenu compte des avertissements que nous recevons nous-mêmes aujourd'hui. Nous avons un avantage sur les civilisations passées. Nous savons ce qui leur est arrivé et nos connaissances scientifiques sont bien meilleures aujourd'hui. Elles nous montrent les dangers qui pèsent sur notre propre civilisation. Nous avons donc véritablement à faire un choix de nature politique et à tous les niveaux, depuis celui des communautés jusqu'à celui des villes, de la nation et de la planète, pour changer la structure de l'économie mondiale ainsi que notre comportement, afin de prévenir cette espèce d'effondrement catastrophique. Si la population d'une région, d'un territoire ou même d'un pays comme les Pays-Bas ou la France prenait au sérieux l'empreinte écologique, elle pourrait l'utiliser comme mesure du niveau auquel elle doit ramener son impact sur la planète. On dira peut-être qu'il est impossible d'être totalement autosuffisant, je l'admets. Pourtant, la direction vers laquelle il nous faut aller, c'est celle d'une plus grande indépendance, de façon que les pays puissent se diriger vers la réduction de leur empreinte écologique et qu'ils se rapprochent de leurs simples besoins vitaux actuels. Ne perdez pas de vue que généralement l'Europe est considérée comme le but vers lequel le reste du monde devrait se précipiter. Or, cela n'est pas possible, car pour chaque pays, et la plupart des pays européens, on enregistre d'importants déficits écologiques. Ce qui signifie que l'Europe profite du reste du monde, et cela inclut que d'autres territoires doivent posséder des excédents. Si chaque pays au monde devait importer 4 ou 5 fois plus de terre qu'il n'en existe à l'intérieur de ses propres frontières, il nous faudrait 4 ou 5 planètes supplémentaires, ce qui, évidemment, n'est pas possible. Aussi, l'empreinte écologique peut-elle devenir, pour n'importe quel territoire, la base qui lui permette de définir l'objectif à atteindre pour que cette empreinte se fasse plus durable. Nous devons améliorer beaucoup la compréhension qu'a le public de notre situation écologique. La majeure partie des gens dans le monde ne sont pas enclins à penser les hommes comme des entités biologiques. Nous oublions que l'énergie et la nourriture dont nous avons besoin sont en train de soulever d'énormes problèmes pour la planète par la façon dont nous les produisons. L'éducation des gens est donc très importante. Cependant, une meilleure information ne suffit pas pour changer les comportements. De nombreuses enquêtes de différentes natures nous le montrent. Les gens qui sont bien renseignés sur l'environnement n'agissent pas nécessairement comme s'ils étaient éclairés sur ce sujet. Nous avons donc besoin d'autres stimulants pour obtenir des résultats. J'ai dit par le passé que nous devrions avoir, au niveau national, une réforme écologique fiscale qui taxe les éléments générateurs de dommages et ne taxe pas les choses qui sont bonnes comme le travail. Avec ce procédé-là, le comportement des gens ne manquera pas de changer. Si je paye l'énergie 3 ou 4 fois plus, alors je réduirai ma consommation de cette énergie, ce qui est une bonne chose. Je n'accepte pas de le faire spontanément, mais si vous faites monter le prix de l'énergie pour qu'il réfléchisse le coût réel de son utilisation, alors je serai en fait disposé à payer davantage. En outre, cela incite à réaliser des ajustements dans l'économie en recourant à des méthodes tout à fait positives. Nous aurons un rendement supérieur pour nos équipements, nos automobiles, etc. Il nous faut donc tout à la fois une meilleure éducation et une meilleure politique pour susciter un changement comportemental. Dans le cas contraire, l'histoire montre encore que le moyen le plus aisé d'obtenir un changement de la part de la population, c'est d'essuyer quelques catastrophes. Malheureusement, les gens réagissent à une catastrophe beaucoup plus qu'à une simple information qui annonce l'éventualité de la dite catastrophe. Et telle est bien la tragédie du comportement de l'homme.
Il n'est pas réaliste de penser qu'ils le feront spontanément, mais je crois que c'est réaliste si l'on tient compte des données exposées plus haut. Si nous avons le sentiment d'une manière générale que la durabilité est un problème collectif, un pays tout seul ne peut pas être durable si le reste de la planète adopte une tactique non durable. Un individu ne peut pas seul créer des systèmes de transport public. À défaut de ceci, vous devez par exemple utiliser une automobile. C'est donc un problème collectif. Et quand les pays riches se sentent passablement menacés par une instabilité globale qui résulte de notre comportement non durable, cela peut être suffisant. Si nous abordons un problème collectif avec un intérêt réciproque, ou avec notre comportement individuel, ou encore avec un esprit de compétition entre les peuples ou les nations, nous ne trouverons pas du tout de solution à ce problème. Je pense qu'il est réellement important que se manifeste une volonté de direction parmi les leaders internationaux. Nous constatons, me semble-t-il, une très forte résistance dans le public, une large information et une grande anxiété, que ce soit à propos du changement climatique ou de la mauvaise répartition des richesses, par exemple. Mais nous n'avons pas encore de leaders décidés à aller de l'avant et à profiter de cette pression grandissante. Quand nous en aurons un, nous verrons, je crois, un changement spectaculaire, c'est-à-dire un mouvement qui, partant de la non-durabilité, ira vers un programme de durabilité, programme nécessaire à la sauvegarde de notre intérêt, à la préservation de la planète et à l'accroissement des perspectives pour les civilisations à venir. Mon message, le voici. Il s'agit de votre avenir. La génération de vos parents, ma génération, n'a pas réalisé de travaux particulièrement remarquables en ce domaine. Si j'étais à votre place, je m'engagerais carrément sur le plan politique. Je ferais de mon mieux pour m'informer sur la nature des réalités biophysiques dans lesquelles, de gré ou de force, nous sommes tous plongés. Je ferai tout mon possible pour comprendre des questions de justice sociale qui se posent maintenant en raison de la raréfaction de la terre, conséquence des changements climatiques qui poussent les gens hors des campagnes. Voici les thèmes qui domineront les débats géopolitiques. Diminution des ressources, inégalités croissantes, changements globaux qui affectent chacun de nous. Si nous n'apportons pas de réponse politique à ces problèmes, et si nous n'engageons pas l'action collective indispensable pour les traiter et pour effectuer un atterrissage en douceur, il n'est pas exclu que la planète sur laquelle nous vivons finisse par un crash.